je pense que maintenant, il sera peut-être temps de laisser la parole à Marie-Paul qui va nous parler de son dernier livre. Des premiers et derniers, on va dire. En fait, c'était un livre au départ et c'est devenu 2 livres parce que c'était trop long. Donc, merci d'abord au libraire et à Marc pour cette invitation à parler de mes livres. Ceci étant dit, bon, je crains un peu l'exercice parce que être l'auteur de ces livres et les présenter, il y a un petit peu un conflit d'intérêts dans l'histoire. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à dire que je suis excellente et que mes bouquins sont très bons. Donc, voilà. Ceci étant dit, comme on m'a donné cette opportunité, si gentiment, j'ai quand même décidé de la saisir. Et donc, je voudrais commencer par vous raconter un peu la genèse de ce livre, de ces livres, comment est-ce qu'ils sont nés, pourquoi ce sujet plutôt qu'un autre et comment je les ai écrits. Parce que ça vous permettra, à travers cette démarche, de comprendre un peu comment s'organise le livre. L'idée du thème de ces livres, du moins du premier d'entre eux, Orion en lien avec le Scorpion, s'est imposé à moi comme une évidence dans une période très difficile de ma vie, et plus précisément au moment du décès de ma mère, qui s'est produit dans un contexte familial assez dur et conflictuel. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de cette période ici, parce que ce n'est pas le sujet, mais enfin, juste pour vous donner une idée, les difficultés du moment avaient abouti à ce que pendant 5 ans, je ne puisse plus voir ma mère. Donc, c'était vraiment quelque chose de très douloureux. Et quand elle est décédée, je me suis retrouvée aux prises avec des sentiments que j'aurais vraiment préféré pouvoir tenir à distance et si possible très loin de moi. Et comme je suis astrologue et que Saturne transitait le Scorpion à ce moment-là et qu'en plus il transitait l'un de mes maîtres d'ascendant de mon thème et la maison 8, j'ai vraiment senti la nécessité, je dirais impérieuse, d'aller explorer le Scorpion et tout ce qui en découle pour pas me laisser dévorer par tout ça. J'étais au départ très très loin d'imaginer que ce travail me prendrait 7 ans de ma vie, auxquels se sont rajoutées 2 années, dont une de recherche d'éditeur, et finalement j'ai fait une auto-édition. Janus avait commencé par me répondre positivement au bout de 9 mois, quand même, et puis ensuite s'est rétracté sous couvert de Covid. Donc bon, j'en ai quand même acquis la conviction que le livre ne devait pas être trop mauvais puisqu'ils avaient commencé par dire oui. Donc ça m'a encouragée à faire tout ce travail d'auto-édition qui est quand même aussi un travail de bénédictin, je dirais. Et alors, quand je parle de nécessité impérieuse, il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, j'avais commencé un autre livre. J'avais commencé à écrire un livre sur Chiron et l'axe des portes. C'était un sujet, et c'est encore un sujet qui me tenait et qui me tient à cœur, mais j'ai laissé ça de côté tellement le Scorpion s'est imposé à moi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'est un peu tombé dessus comme une obligation d'une certaine manière. Si j'ai mis autant de temps à écrire ces livres, c'est parce que je suis partie dans un fonctionnement qui était très intuitif, c'est-à-dire que je n'avais aucun plan au départ et je ne savais absolument pas où mes investigations allaient me conduire, si ce n'est que j'avais plus ou moins décidé de suivre le fil du mythe d'Orion, que Jacques Berton avait mis en lien avec le Scorpion, puisque le Scorpion apparaît à la fin de ce mythe. J'en profite pour rendre un hommage appuyé à cet homme dont les travaux étaient vraiment très novateurs, le sont d'ailleurs encore et très riches, et ils ont vraiment nourri et fortement marqué le cours de ma vie et encore plus de mes recherches. Et donc, ce fil du mythe d'Orion m'a menée sur quelques chemins de traverse tout à fait inattendus au départ, comme par exemple l'exploration du mythe d'Héphaïstos, le forgeron des dieux, qui là aussi s'est imposé à moi, mais alors que c'était un détail du mythe. Je vous raconte en gros, Orion, c'est le fils spirituel d'Irius, qui est un simple laboureur ou apiculteur selon les versions, vieux, veuf, visité par 3 dieux qu'il prend d'abord pour de simples humains. Et dans la première partie du premier livre, on va explorer ensemble cette conception très particulière de ce fils très particulier aussi, né d'un veuf sans femme, mais avec le concours tout à fait extraordinaire de 3 dieux. On va ensuite accompagner toute la jeunesse d'Orion et plus particulièrement ses amours.
qui représentent en fait la conquête progressive de différentes strates du féminin intérieur, c'est-à-dire de l'âme, c'est-à-dire qu'en fait, on l'accompagne dans l'apprivoisement de cette force spirituelle qui, dans un premier temps, est une force très puissante et le dépasse un petit peu par cette puissance. Ça a beau être une force spirituelle, c'est pas forcément bien vécu. Et donc, cette phase, c'est celle qu'on traverse en fait tous à certains moments de notre vie, puisque on pourrait l'appeler la voie initiatique du Scorpion, et de métamorphose en métamorphose, on sent l'appel des profondeurs pour aller y chercher la lumière qui y est contenue, souvent par-delà les choses difficiles. Bien des déceptions et des chutes vont émailler ce parcours, dont l'une d'elles laisse Orion ivre, défait, les yeux crevés par celui qui devait être son beau-père, jeté sur une plage au bord de l'océan, et dans ce moment si tragique, voilà qu'Orion entend l'oracle qui lui propose de se diriger vers l'est, c'est-à-dire vers le soleil levant, et autrement dit, vers lui-même dans son aspect lumineux, pour recouvrer la vue et sortir de son aveuglement. Et me voilà entraîné, de mon côté, vers l'exploration de l'écoute, celle du monde extérieur, mais aussi celle du monde intime, si importante dans l'axe Scorpion-Taureau. C'est en tout cas la conclusion à laquelle je suis arrivée. Et tout ça va me conduire jusqu'à l'exploration du son primordial, créateur de formes, entre autres de nous, qui a pouvoir d'organiser et de structurer le chaos en un monde vivant dont l'homme fait partie. Et à ce titre, je parle un petit peu des travaux de Chladni et de Lauterwasser qui parlent des ondes de forme à partir d'eau et de musique. Vous pourrez regarder sur Internet ou dans le livre, j'en parle. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionné, ce passage-là, parce que j'ai découvert beaucoup de choses intérieures en même temps. Et dans cette phase d'écoute, Orion va entendre à un moment donné l'enclume de la forge d'Héphaïstos. Et ça va l'amener à entrer dans cette forge pour écouter en fait son âme, puisque l'enclume, c'est l'âme de la forge. Cette enclume qui chante dans ce vacarme, c'est l'âme. Et nous voilà entraînés, nous aussi, à sa suite, et nous voilà conduits à aller rencontrer ce forgeron des dieux, dont la vie et l'œuvre sont d'une très grande richesse, si on veut comprendre les méandres et les fixités du Scorpion, mais aussi son incroyable capacité à transformer les choses, à épurer un métal grossier pour en faire des œuvres d'art d'une finesse, d'une beauté rare. Au départ, j'étais un peu hésitante à faire ce rapprochement entre Héphaïstos et le Scorpion, parce que je n'ai pas trop vu ça ailleurs, mais à peu près tous les Scorpions et tous les Plutoniens que j'ai rencontrés à ce moment-là, comme par hasard, et aussi à ce moment de mes recherches, mais aussi depuis, consultations, cours, ateliers ou des retours de ce premier livre, se sont en fait reconnus dans ce mythe très riche, dans ce forgeron rejeté par sa mère et mis à l'abri, seul dans une grotte sous-marine, où s'est opérée sa métamorphose. Ce qui m'a conforté dans cette idée d'associer ce mythe au Scorpion et à Pluton, souvent d'ailleurs en accord avec des valeurs saturniennes aussi, puisqu'on est dans la transformation du métal, du plomb en or, etc. Idem pour les personnes qui sont prises dans un processus de métamorphose, même si elles ne sont pas scorpions, puisque le Scorpion nous parle aussi de nos propres processus de métamorphose, et tout le monde, à peu près dans la vie, passe par des périodes de crise. Donc le Scorpion nous intéresse tous. Et ce mythe traduit donc à merveille aussi bien les difficultés du Scorpion et des transformations nécessaires que les solutions d'ouverture de ce signe, on pourrait dire d'ouverture psychospirituelle et des transformations nécessaires et l'aspect lumineux des métamorphoses. Et il nous indique aussi comment débloquer les situations crispées et comment faire de nos instincts les plus grossiers, voire parfois violents, des outils au service de la lumière pour ne pas en être débordés. Donc, comment utiliser leur puissance dans un sens de construction plutôt que de nous laisser dévorer et absorber par le côté le plus animal. Alors, quand je suis arrivée à ce stade, je m'imaginais que je ferais rapidement la conclusion du livre, sauf que
une nouvelle fois, ce qui au départ me semblait comme un détail, ça m'a entraîné vers autre chose. Et ce détail, c'est qu'Orion, une fois qu'il a quitté la forge, qu'il a retrouvé la vue, etc., décide d'aller en Crète. Or, la Crète, c'est le pays du Taureau, qui est le signe opposé, vous le savez, et complémentaire du Scorpion, et sans lequel il manquerait quelque chose à la complétude du Scorpion. Et donc, me voilà embarqué, d'abord à mon corps défendant, dans l'exploration du Taureau, à travers le mythe du Minotaure, jusque dans ses détails. Et en fait, pour être tout à fait honnête, l'idée m'en avait effleuré assez tôt, puisque, par exemple, au début, en fait, Iréus, le père d'Orion, fait le sacrifice d'un bœuf aux trois dieux quand il se rend compte que c'est les dieux. Mais j'avais repoussé cette idée parce que j'étais un peu apeurée par la complexité de ce mythe du Minotaure. Je me suis dit, bon, là, ça suffit. J'avais déjà écrit 300 pages, donc c'était bon. Mais finalement, je n'ai pu faire autrement que de continuer quand même. Et le fait est que là aussi, j'ai découvert des subtilités de ce signe et des aspects du taureau que je pense être assez peu mis en avant habituellement. Et évidemment, le processus taureau, là encore, comme le processus scorpion, nous concerne tous, puisqu'il nous parle de l'incarnation et que nous sommes tous incarnés et que nous avons donc tous affaire avec la matière, avec le corps, avec l'argent, avec tout ce que représente le taureau. Et forcément, si on veut vivre, on a affaire avec la matière. J'ai suivi dans ce deuxième tome à peu près le même parcours que dans le premier, c'est-à-dire le fil du mythe au départ. Mais très vite, je me suis aperçue qu'un certain nombre d'éléments symboliques revenaient vraiment régulièrement dans différents épisodes. Et donc, j'ai construit mon plan, cette fois-ci, autour de ça, c'est-à-dire d'abord autour de l'énergie du taureau, qui revient dans des tas d'histoires, hein, du Minotaure, du Thésée, etc., puis de l'omniprésence de Neptune, qu'on retrouve tout le temps à l'arrière-plan du taureau. On le retrouve d'ailleurs aussi à l'arrière-plan du scorpion, et ça m'avait un peu échappé jusque-là, même si Berton l'avait une fois dit en passant, mais c'était vraiment en passant. Dédale, lui aussi, revient régulièrement au fil du mythe, et donc il nous renseigne sur le fonctionnement mental du taureau, et bien sûr, Vénus est très présente, ça c'est logique, elle est maîtresse du taureau, parfois sous la forme d'Ariane, mais on la trouve aussi sur tous les plans de l'amour, à commencer par les plans les plus basiques et les plus passionnels et même animaux et instinctifs, jusqu'à l'aspect le plus spirituel. Et puis enfin, dans ce deuxième volume, retour à l'histoire d'Orion avec Artémis, la lune, avec qui Orion va s'acoquiner, je dirais, ou plutôt c'est elle qui va s'acoquiner avec lui, sachant que la lune est exaltée en taureau, c'est-à-dire en chute en scorpion, et elle en devient ainsi le socle, puisque s'il n'y avait pas de rêve lunaire dans les crises, pourquoi donc entrerions-nous dans des processus de métamorphose qui sont souvent si douloureux? Voilà. Mais ce qui est le plus important pour moi dans l'écriture de ces livres, c'est aussi le parcours qu'ils m'ont fait faire. Parce que cette exploration des mythes d'Orion, d'Héphaïstos, du Minotaure et autres, en lien avec l'axe Scorpion-Taureau, m'a vraiment conduite à ma propre métamorphose. Et si j'évoquais ce long temps d'écriture, c'est parce que je ne pouvais avancer qu'au rythme de mes propres transformations. Donc, il y avait vraiment des moments où je bloquais complètement. Je relisais ce que j'avais écrit, je ne comprenais plus trop. Et puis des fois, 3 semaines plus tard, après des vacances, je le relisais et ça devenait limpide parce que j'avais fait un travail intérieur en même temps. Et donc, en fait, j'avançais au rythme de mes propres rencontres intérieures, y compris avec quelques monstres. Et certains retours de lecteurs m'ont permis de constater que ces livres peuvent conduire le lecteur à ce même voyage, en fait. Enfin, pas le même, mais le leur, mais dans le même esprit, on va dire, c'est-à-dire à entamer un parcours de transformation et de prise de conscience à travers ce voyage avec Orion. Alors, je précise aussi que j'ai souvent complété mon propos avec d'autres mythes qui passaient par là. Par exemple, Dionysos occupe une place de choix qui est associée à Neptune en astrologie, entre autres dans son rapport avec Héphaïstos, qui est très intéressant, mais aussi dans le tome 2, où il va venir au secours de la pauvre Ariane abandonnée, dans une très jolie scène, très touchante.
Et entre autres, il y a aussi Mars, Vénus, Artémis, j'ai déjà dit, mais Arachné, Athéna, Prométhée, Épiméthée, Pandore, etc. Tout ce monde-là fait aussi partie du voyage. Alors, pourquoi partir de la mythologie pour parler d'astrologie? La mythologie, la plupart des astrologues savent qu'elle en fait partie, mais assez peu développent vraiment cet aspect-là profondément. Alors que si on prend l'astrologie, le thème astral, c'est une image un peu fixe du système solaire au moment de la naissance de la personne. Donc, c'est un schéma statique. Alors après, évidemment, on peut mettre les aspects, les transits, enfin tous les mouvements qui existent par ailleurs en astrologie. Mais disons, c'est un petit peu comme une partition musicale. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que vu de l'extérieur, tout ça semble souvent très abstrait et en tout cas incompréhensible pour les non-initiés. La mythologie, elle nous parle en images, donc tout le monde peut la comprendre, en histoires qui sont en mouvement avec des personnages, des héros qui nous ressemblent. Et c'est pour ça qu'elle va venir toucher notre monde intime et, et, et qu'elle nous relie en fait à notre inconscient. Elle nous relie à l'enfant en nous, qui laisse vibrer sa sensibilité, qui se laisse toucher. Et les mythes qui correspondent à un thème précis déroulent une histoire qui est contenue dans ce thème en germe. Et là, elle déroule ça avec différents développements possibles. Et la personne concernée va s'y retrouver, y retrouver des épisodes de sa vie, être touchée dans des aspects de sa psychologie, de sa personnalité. En quelque sorte, le mythe va animer le thème, lui donner vie, mettre en scène les symboles du thème, à première vue abstraits, à travers ces histoires très concrètes des héros et des personnages qui vont être en lien avec nos propres personnages intérieurs. Donc, on peut facilement s'y identifier. C'est comme quand la partition est jouée par les musiciens, tout d'un coup, elle devient très claire, on est touché, la musique nous touche, même si on n'est pas musicien, et elle nous touche même dans notre part sacrée. Et en fait, c'est un peu la même chose pour les mythes qui nous racontent le programme de notre âme en nous mettant en garde contre les écueils qu'on pourrait rencontrer et en nous offrant les solutions lumineuses. Et même quand on ne connaît pas ce langage symbolique. Et c'est ça qui est absolument merveilleux, parce qu'on peut lire les choses sur différents plans. Évidemment, on peut ensuite aller plus loin, et c'est ce que j'ai fait dans mes livres, et que je fais d'ailleurs toujours aussi dans mes cours, ateliers, consultations, etc. Et pour aller plus loin, on va explorer ce langage symbolique et se rendre compte qu'en fait, chaque détail, y compris insignifiant a priori, a en réalité un sens. Et ce travail symbolique va nous conduire vers des découvertes psychologiques souvent assez fines, des rencontres avec nous-mêmes dans des aspects qu'on ne connaissait pas encore. Alors, si ce travail symbolique est en partie intellectuel, dans le sens où on va compulser les différentes significations, l'essentiel de ce travail est quand même d'ordre plus méditatif, c'est-à-dire qu'on cherche à s'harmoniser avec la force qui est cachée derrière l'image symbole, ce qui revient à se laisser habiter par le symbole, à le vivre de l'intérieur pour qu'il vibre, pour qu'il soit vivant et qu'il puisse nous guider peu à peu vers la connaissance du principe qu'il représente, c'est-à-dire de l'archétype qui est derrière et qui est en nous. C'est en tout cas cette démarche de quête de transcendance qui m'a guidée dans ces livres et qui me guide encore dans les écrits suivants. Et le lecteur pourra lui aussi, s'il accepte de lire, entrer dans cette démarche, s'il accepte de lire ce qui est écrit évidemment, mais aussi s'il accepte de se laisser porter par ce qui est présent mais parfois voilé, ce qui se trouve entre les lignes et derrière les mots, qui touche l'essence, qui touche au sacré. Mais il peut aussi, j'ai eu des retours de ce style, juste lire les histoires et se laisser porter par ses émotions et ce que les aventures des héros éveillent en lui sur ce plan-là. Ou encore, il est libre d'entrer d'abord dans le côté très intellectuel et analytique des symboles et de tout leur côté analyse psychologique. En gros, je pense vraiment que ces livres peuvent se lire sur différents plans, avec différentes motivations, même pour ceux qui ne connaissent rien à l'astrologie, parce que la mythologie nous parle tous, mais qui aiment donc la mythologie, la psychologie et le symbolisme.
Et puis, je terminerai en précisant que mon propos est très abondamment illustré par des thèmes d'exemple, de personnalités connues, choisies et étudiées non pas dans leur totalité, mais toujours en lien avec le sujet que je suis en train de développer, de l'axe taureau-scorpion, qui ressort dans leur œuvre ou dans leur biographie, histoire de vérifier que mes interprétations symboliques se retrouvent bien dans la vraie vie des vrais gens et pas seulement dans ma vie à moi. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez globalement. Je trouve que c'est très intéressant de prendre des personnalités connues parce qu'elles ont quelque chose à nous apprendre, parce qu'elles ont vécu quelque chose un peu plus loin que le commun des mortels. Et c'est très varié, puisque ça va de Gandhi à Picasso, Rodin, Claudel, en passant par les aventures d'Alain Bombard, Maurice et Cynthia Kraft, Jean-Louis Etienne, Baudelaire, Mauriac, Hugo, Daudet, Zola, Balzac, Giono, Edgar Poe, Bosco, pour citer quelques écrivains, mais aussi Chaplin ou Truffaut, des psychanalystes, des chanteurs, des compositeurs, des humoristes, même des assassins, mais aussi des mystiques. C'est-à-dire que c'est un panel varié qui permettra de voir comment les choses s'incarnent selon le niveau d'évolution de la personne aussi et selon le thème. Et alors, ça permet aussi aux astrophiles d'avoir un peu de quoi se mettre sous la dent. Et ceux qui ne le sont pas peuvent assez facilement sauter les parties trop techniques. En tout cas, c'est les retours que j'ai eus de gens à qui j'ai offert mon livre, genre mon médecin, mon ex-chef de cœur et quelques autres. Donc, voilà. Bon, je pourrais vous lire quelques commentaires du lecteur, mais je vous laisserai faire vous-même. Ils sont sur mon site ou ils sont sur Amazon. Et je préfère maintenant répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, si vous avez lu et envie de partager vos éventuels commentaires, je suis à votre écoute avec plaisir. Merci de votre attention. Merci Marie-Paul. Merci. Merci. Marie-Paul est une référence au niveau astrologie, mythologie. C'est une référence, c'est un puits de science là-dessus. Elle a d'ailleurs passé beaucoup de temps. C'est toujours agréable de l'entendre parler et de pouvoir la lire aussi, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a peut-être déjà justement des personnes qui ont lu le premier, voire le deuxième tome et qui auraient envie d'en parler ou qui ont des questions à poser suite à la présentation de Marie-Paul? Moi, je veux bien prendre la parole. Vas-y, Evelyne, vas-y. Alors, Evelyne. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci, Marie-Paul, pour ta présentation. J'ai lu, alors, je ne les ai pas dévorés parce que ce ne sont pas des livres qui se dévorent. Et c'est au contraire à apprécier à chaque ligne et à chaque page. Alors, d'une part, parce que c'est superbement bien écrit. On voit il y a un travail phénoménal. J'ai découvert, alors, oui, forcément découvert la mythologie. Et là, je suis vraiment rentrée dedans à fond parce que il y a vraiment ce parallèle avec l'astrologie qui est très, très, très parlante. Et vraiment, tu disais à juste titre, on voit le lien et on rentre sur son travail personnel, son ressenti par rapport à l'histoire. Et donc, voilà, alors je les ai lus vraiment, je ne sais plus si j'ai mis 1 mois, 2 mois ou 3 mois à lire chaque livre, mais on est dedans et on n'a pas du tout envie d'en sortir. C'est vraiment captivant, très, très riche. Et puis, ça apporte effectivement à bouger son chemin, à regarder différemment le thème, à comprendre, parce que bon, cet axe Scorpion-Taureau, il est fabuleux, ça c'est certain. Et puis, plein de découvertes. L'enrichissement de présentation des célébrités apporte un plus.
moi, j'ai découvert Pierre Teilhard de Chardin et je vais m'empresser de lire, de relire des romans, enfin de ses ouvrages qui ne peuvent être que très, très intéressants. Et puis, il y a également la présentation du thème de Henri Bosco, voilà, comme un peu Marie-Paul, qui m'a ramenée aux lectures de collège, de textes qu'on étudiait en classe. Et du coup, voilà, le collège est très, 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 très loin, mais je vais me replonger avec un immense plaisir dans ces lectures. Donc, ça peut être lu par tout le monde. On n'a pas besoin de faire de l'astrologie, on n'a pas besoin de faire de la mythologie parce que ça, franchement, enfin, moi, j'ai été sidérée par le travail de recherche qu'a dû faire Marie-Paul pour donner corps à ces histoires et puis qui sont fabuleuses en plus. Donc, vraiment, ça a été 2 très, très, très belles lectures. Donc, j'attends la 3e lecture avec impatience. Donc, il faut reprendre là. 7 ans par livre. Mais vraiment, vraiment un grand bravo pour ces ouvrages et puis surtout le travail de présentation et de recherche, et puis qui est nourri de plein de choses. C'est très, très beau à lire, c'est très, très agréable. Et enfin, justement, enfin, les chapitres, on reste enfin, moi, je sais qu'il y a des fois, j'avais envie de rester dans l'histoire, d'approfondir parce que c'est ça le travail, c'est de se dire on est touché quelque part par soi, et donc ça va amener à cheminer et avancer différemment. Donc vraiment super. Donc merci beaucoup Marie-Paul. Merci. Et allez-y, il Moi, je faut ne l'ai le pas lire. payé. Hein. Non, c'est vrai, on a payé. Non, mais tu as très bien dit, Marie-Paul, tout le côté un petit peu, tout le parcours presque initiatique que tu avais dû faire tout en écrivant ce livre. Et en fait, on s'aperçoit que les personnes qui écrivent, qui lisent ce livre font elles aussi leur propre parcours. Et je trouve que rien que pour ça, c'est une richesse extraordinaire, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on sent la profondeur et qu'il y a de la recherche. On le sent. On le sent quand on prend le livre, même qu'on ne fait pas d'astro, faut le souligner, mais on sent cette profondeur et puis toute la recherche. Et c'est une invitation aussi à notre propre histoire. C'est ça. Et là, bon, même tout à l'heure, dans l'après-midi, je me suis replongée un petit peu. Je disais à Véronique, mais c'est incroyable, c'est notre histoire, quoi. Voilà, c'est ce qu'on vit. Voilà, ça fait écho, différemment probablement, mais ça fait écho. Et puis, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va faire face? Parce qu'il y a ça aussi. Voilà. Hein. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Bon, on referme le livre. Il y a cette possibilité-là aussi. Et comme vous le soulignez au début des livres, on n'a pas besoin d'être scorpion, on n'a pas besoin d'être non, parce pour les que livres. Voilà, c'est vraiment pour tout public. Voilà, voilà, j'ai une belle-sœur à qui j'avais envoyé le premier qui ne fait strictement pas d'astrologie, et après elle m'a envoyé un petit mot en me disant qu'elle avait lu ça comme un polar. Et qu'à chaque page, on avait envie de continuer à lire. Et que ça ne la dérangeait pas du tout qu'il y ait de l'astrologie et qu'elle ne comprenait pas. Et là, je lui ai envoyé le deuxième. Et elle m'a dit, agréables. Et elle m'a dit, en fait, je trouve encore mieux. Et d'ailleurs, ça me donne envie de relire le premier. Donc voilà. Mais je pense, bon, si j'ai mis 7 ans, c'est parce que oui, je passais des fois 8 jours à compulser 3 symboles. Et puis après, je ne savais pas comment continuer. Et puis quand j'avais bien bossé intellectuellement, un matin, je me réveille et puis j'ai la suite. Et la suite, ça va être une demi-page, mais que j'ai écrite en 8 jours. Quoi. Donc après, je crois que ce que j'essaye aussi de faire, c'est que chaque mot soit à sa place, à sa juste place. Et derrière chaque mot, il y a plein d'autres choses. Même les couvertures sont très belles. Hein.
On sent Merci. cette profondeur. Il y a Oui, c'est un très beau travail. On a tout fait tout seul, en fait. Oui, c'est pour ça qu'on Ben, voulait vraiment félicitations. vous mettre en avant et que vous avez accepté notre invitation parce que c'est vraiment des livres voilà, qui peuvent, avec l'automne qui arrive, accompagner cette saison qui nous donne envie de relire. Quoi. Franchement, puis ça parle à tout le monde, à tout le monde. Je peux juste aussi partager mon témoignage. Bien sûr. J'ai aussi dévoré pour le coup les deux tomes. Et c'est vrai que c'est d'une richesse pour. Cet axe taureau-scorpion est vraiment un périple et il reste n'importe comment assez particulier dans les 6 axes du zodiaque. Et là, on est avec ce fil d'Ariane que tu sais manier, mais vraiment à merveille, puisqu'on voit qu'il y a toute cette démarche, certes intellectuelle, pour analyser, sortir la substance à chaque fois de ce qui peut sortir du mythe et comment ça peut s'appliquer en chacun de nous. Ça, c'est une force que tu as, Marie-Paul, qui est voilà, qui nous lâche pas. C'est vraiment un travail très très poussé, très très profond, qui nous embarque. Et bien sûr, on a tous un axe taureau-scorpion. Le mien est aussi très marqué, donc forcément, j'ai bien évidemment eu des échos aussi. Mais c'est vraiment pour dire que tous les détails du mythe sont détaillés, on n'oublie rien, on rebondit, c'est palpitant, voilà. Et c'est très enseignant et voilà, je ne peux que le recommander de mon côté également. Merci, merci. Je ne suis pas payée non plus. Ça fait 2 chèques hein, quand même déjà. Hein. Et on va en discuter, Marie-Paul. Pardon? J'ai dit non, tu ne m'as pas payé, pas encore. C'est ça, il y a 2 chèques. Cela dit, tous ceux qui ont déjà lu le premier tome ne sont pas là ce soir, mais j'ai aussi eu beaucoup de retours positifs des personnes qui avaient lu le livre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, oui. Alors justement, oui, est-ce qu'il y a d'autres réactions, commentaires? Voilà, parce que justement, s'il y a des personnes, à force d'en parler de cette façon, je suppose que ceux qui ne l'ont pas auront peut-être envie de l'avoir, hein, de se le procurer. Et donc, voilà un petit peu comment faire. Bien évidemment, vous pouvez passer par le Monde d'Uranie, par la librairie. Sur l'île, il est voilà. Sur l'île, vous pouvez venir le chercher en librairie. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, sur Amazon aussi. En passant par le site de Marie-Paul ou en contactant Marie-Paul avec l'adresse mail. Hein, qu'est-ce qui est le plus simple, Marie-Paul? En fait, si vous passez par moi, je vous facturerai des frais d'envoi et c'est cher. Si vous passez par Amazon, il n'y en a pas. Si vous passez par le Monde d'Uranie, je ne sais pas comment vous fonctionnez. En fait. Alors, pour les personnes qui habitent l'île ou les environs, ils peuvent même le commander et faire un retrait en librairie. Voilà. Et il n'y a pas de frais, de transport. Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Donc, alors, sachant aussi, pour ceux qui ne sont pas à Lille, que Amazon a des tas de défauts, on est d'accord, mais il a la qualité de m'avoir permis d'éditer mes livres qui autrement n'auraient pas vu le jour. Donc, même si je vois tous les défauts, je suis quand même reconnaissante d'avoir pu faire ça. Parce qu'en plus, il y a des outils pour faire la mise en page, etc., même si c'était une galère et que j'ai passé des mois et des mois, mais quand on ne sait pas y répondre, enfin, voilà. Et puis, ce qu'il y a, c'est que quand les gens achètent sur Amazon, en fait, on avance, on est référencé, on revient dans la partie visible de nouveau. Enfin, moi, mon livre revient dans la partie visible. Donc, entre chez moi et chez Amazon, je pense qu'il vaut mieux prendre chez Amazon parce que ça évite. En plus, si c'est chez moi, le livre, il vient d'abord chez moi et ensuite, il va chez la personne. Voilà. Il vient quand même d'Amazon, je ne peux pas le faire commander, sûr, je peux pas le commander là où il n'a pas été fait. Donc, il vient d'Amazon, il vient chez moi et ensuite, il faut que je le renvoie. Donc, en fait, au niveau écologique, ce n'est pas forcément le côté le plus…
Et nous, comme il est en librairie, donc sur l'île, pour ceux qui ne sont pas de la région, hein, dans le 59 ou 62, parce qu'on est pas loin, on le met en vitrine. Donc c'est vrai qu'il a aussi une vue. On est dans une rue passante, comme Thérèse a souligné, on est au centre de l'île. Il a aussi une visibilité en librairie. Voilà. Merci pour ça. Ben, c'est la place d'un livre. Hein. C'est la place d'un livre. Oui. Bon, et puis quand même, on est spécialisé en astrologie. Hein. Voilà. Voilà. Et merci à Marc et merci à l'AFDAB de faire le lien, parce que c'est comme ça qu'on a découvert vos livres, Marie-Paul, hein, et qu'après on vous a contacté pour faire ce lien. Ouais. J'ajoute, je compléterai, avant de conclure, parce que je vois qu'il est 20 heures passées déjà quand même, que Marie-Paul sera une des intervenantes au prochain congrès de l'AFDAF qui aura lieu les 3 et 4 décembre prochains à Paris. Voilà. Donc, c'est vous dire que je n'ai pas fait venir n'importe qui. Voilà. Bien, je vais arrêter là l'enregistrement audio. Vidéo. Voilà, merci beaucoup. Prochain rendez-vous le vendredi 14 octobre. Et ben, d'ici là, prenez soin de vous.